qu'est-ce que la scénographie? Eh ben, la scénographie, ça vient du grec skéné, qui est écrire. En fait, skéné, donc c'est scène, et graphène, c'est écrire. Donc c'est quoi? C'est écrire dans la scène. Donc à l'époque, le scénographe est celui qui met en espace. Donc aujourd'hui, c'est celui qui organise l'espace scénique et qui coordonne tout ce qui est technique et artistique autour du jeu des acteurs. Mais c'est devenu beaucoup plus large et ça sort du théâtre. En fait, la scénographie est très proche du métier du metteur en scène parce que c'est complémentaire. Le metteur en scène, lui, va s'occuper du travail autour du texte et du travail autour des acteurs. Et le scénographe, lui, il va faire tout ce qui est message autour de ce jeu pour l'aider. Donc à donner du sens au spectacle. Donc elle amène du sens et elle multiplie les possibilités de réception sensible, on va dire. Donc c'est très large, ça peut concerner la musique, le son, tout ce qui est interactivité maintenant avec l'informatique, et puis tout ce qui est visuel, immobilier, etc. Ça, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, mais il y avait des scénographes déjà dans l'Antiquité, et le scénographe était celui qui plaçait les acteurs, parce qu'en fait, les acteurs étaient là pour déclamer. Donc, il n'y avait pas de metteur en scène, le scénographe plaçait juste les acteurs qui étaient pratiquement immobiles et qui déclamaient et qui étaient engoncés dans des larges costumes. Et ils étaient en général sur l'agora, donc il n'y avait pas spécialement de mise en scène autre que celle de la déclamation et du texte, quoi. Les Romains ont fait à peu près la même chose, mais ils ont développé l'ornementation. Donc il y avait beaucoup d'ornementation sur les scènes, mais en fait c'était quoi? C'était des ajouts de portes, de sorties, pour faire ouvrir au mouvement de l'acteur. Mais c'était pas plus développé que ça. Et c'est dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, avec la Renaissance et le théâtre à l'italienne, que la décoration s'est vraiment développée avec des toiles peintes qui situaient l'action. En fait, ces toiles peintes servaient juste à situer l'action. Donc c'était des toiles très riches, très chargées, et ça situait dans l'espace et dans le temps, géographiquement et temporellement. Et ensuite, ça s'est développé dans dans une période qu'on a appelée le naturalisme, qui était quelque chose de révolutionnaire, parce qu'on était sur le plus possible de ressemblance à la réalité, avec la jonction de mobilier, la fabrication de lieux clos, de chambres, etc., qui rapprochent le plus possible de la réalité du jeu dans lequel s'inscrit la scène. Aujourd'hui, la scénographie, c'est un concept un tout petit peu obscur. Et quand moi je dis que je suis scénographe, en fait, personne ne sait ce que je fais. Alors, aujourd'hui, il existe des études de scénographie et puis des grands penseurs pour définir ce qu'est la scénographie. Alors, on a Marcel Fredfond, qui est quelqu'un de très connu, puisqu'il est directeur scientifique du département scénographie de l'École nationale supérieure d'architecture de Nantes. Et lui, il définit la scénographie comme suit. La scénographie a pour objet l'invention d'un lieu au bénéfice d'une action ou d'une présence par les moyens de l'espace et du temps. Bon, quand on a dit ça, on n'a rien dit, quoi. Donc, Claire Dehoff, qui est coordinatrice à l'école de l'ENSAT, qui est l'école nationale du décor, de la scénographie, enfin du département scénographique, et elle définit la scénographie comme suit. La scéno est une écriture de l'espace qui varie en fonction des différents contextes auxquels elle s'articule. Elle se caractérise par un processus de travail comprenant la conception et la mise en œuvre des espaces relatifs à la représentation et à la présentation en présence du public. Donc c'est un tout petit peu plus complet, mais ça ne définit pas encore ce qu'on y fait dans la scénographie. Alors, en fait,
Le scénographe, son premier questionnement concerne le rapport qu'il doit exister entre le public et l'espace de jeu. Et ça, pour moi, c'est la meilleure définition. Le scénographe, il est l'interface entre le message, quel qu'il soit, qu'il soit muséographique ou théâtral, et le public. Et de quelle manière on va créer une interaction entre ces deux espaces pour que le sens du message soit compris. Alors ça peut être de manière philosophique, ludique, spatiale, lumineux, ça peut être du mouvement, etc. Mais c'est ça le travail du scénographe, c'est de s'inscrire entre, selon le metteur en scène ou le médiateur culturel et le public pour animer et donner du sens au message. Voilà, donc il existe plusieurs sortes de scénographie. Donc on l'a dit, scénographie de spectacle. Et là c'est très large. Ça comprend les décors, les costumes pour le théâtre, pour la danse, pour l'opéra, la musique, les arts de la rue, etc. Le cirque, le cinéma, la télé, enfin tout ce qui est domaine du spectacle vivant. Il y a la scénographie d'architecture et d'équipements de lieux scéniques, tels que les événements, les expositions permanentes ou pas, les lieux d'échange, les salles de spectacle, les salles de concert, etc. Les inaugurations, etc. Il y a la scénographie urbaine, qui est un grand travail que je ne fais pas, qui est très spécialisé, donc qui inscrit les lieux et les espaces dans les villes. Il y a la scénographie d'événements, on en a parlé. Et puis, il y a la scénographie et les architectures d'exposition. Donc j'en ai parlé aussi. Donc ça, c'est le grand métier des scénographes. Mais après, on a des spécialités. C'est vrai que moi, avec mon parcours, j'ai évolué dans ces différents milieux, à part celui de la scénographie urbaine, j'ai évolué dans ces différents milieux parce que j'ai commencé comme arpète après avoir fait des études d'art appliqué. Donc j'ai un brevet des métiers d'art. J'ai suivi les cours d'art appliqué à l'école du Perret des arts appliqués de Paris. Et puis ensuite, ma mère m'a prise dans son atelier parce qu'elle était décoratrice de théâtre. Elle était ce qu'on appelle à l'époque, parce qu'à l'époque on ne disait pas scénographe, on était tous décorateurs. Mais en fait, ma mère était plutôt accessoiriste, par opposition par exemple à Marlène qui se définit elle plutôt comme décoratrice, peintre décoratrice, alors que tu es plus que ça en fait. Voilà, donc j'ai commencé par fabriquer des accessoires, ce qui est une excellente école, parce que, comme vous voyez, les accessoires que vous voyez défiler, on va travailler absolument tous les matériaux. Que ce soit du cuir, du métal, de la résine, du plastique, de la terre, de la peinture, de la sculpture. On fait des bijoux, on fait des costumes sculptés, donc avec des essayages. On fait des masques, y compris pour les chanteurs d'opéra. Donc tout ça, c'est une technique assez pointue. Parce qu'il faut pouvoir permettre l'aisance pour le comédien, éviter la chaleur, éviter l'emprise sonore pour les chanteurs d'opéra par exemple, ou permettre de la gymnastique. On fait des collants de danseurs aussi, donc il faut que ça soit solide. Comme un comédien qui lâche un costume entre deux scènes, prend son costume, il le jette contre le mur. Donc au bout de 3-4 fois, il faut qu'il puisse partir en tournée. Voilà. Donc c'est une excellente école que de commencer par la pratique. Entrez, messieurs, dames. De commencer par la pratique. Là, on n'est pas dans la scénographie pure, on est dans la fabrication d'accessoires. Donc on travaille avec des décorateurs et on répond à des commandes et des maquettes. D'accord, donc on travaille avec des décorateurs qui font les maquettes et on est les petites mains du décorateur. Mais c'est très formateur parce que quand on passe décorateur soi-même, eh ben on sait faire. Donc on sait ce qu'on peut commander ou pas. Voilà. Donc là, ce que vous voyez défiler, c'est des tas d'exemples de collants de danseurs et de toutes ces techniques que j'ai pu employer au travers de ma carrière. J'ai commencé il y a un peu plus de 30 ans à Paris.
Et je vous avouerai que maintenant, donc, je suis scénographe, je suis plus accessoiriste, mais qu'en fait, je continue quand même à être accessoiriste parce que j'ai un grand plaisir à retourner à l'atelier, à faire de la fabrication, à faire de la peinture, à faire des accessoires, parce que le métier de scénographe, on a une grande partie du travail qui est en bureau d'études, en plan, en informatique, en ordinateur. Donc, quand on travaille directement accessoiriste, on travaille avec les comédiens et on fait des essayages. On travaille sur scène avec les techniciens, avec les éclairagistes pour faire les peintures, pour faire les essais. Et on installe les décors sur scène, etc. Et du coup, on est vraiment en équipe et on travaille avec les gens. Donc c'est pas les mêmes personnes. Mais c'est un métier qui est vraiment très plaisant. Voilà. Donc c'est la fabrication des accessoires. Moi, je suis d'une famille d'artistes. J'ai eu la chance de naître dans une famille d'artistes. Mon grand-père était chef décorateur à la télévision belge. À l'époque, c'est l'ORTB, il n'y avait qu'une chaîne. Et il m'emmenait, donc, quand je partais en vacances chez mon grand-père, il nous emmenait à la télévision. Et il fabriquait les décors sur place et les accessoires sur place. Et moi, j'étais vraiment ravie et charmée par ça. Et j'avais aussi un autre grand-père qui était sculpteur à Aix-en-Provence. Et donc, j'ai baigné dans ce milieu dès toute petite. Et ma mère, elle travaillait pour des lieux comme le Théâtre de l'Odéon, pour l'Opéra de Paris. Mais avec ma mère, par exemple, j'ai travaillé pour tous les opéras français, mais aussi des opéras en Espagne, en Allemagne. Et j'ai vraiment fait mes classes en famille, quoi. Voilà. J'ai aussi une sœur qui est décoratrice, mais alors dans une toute autre spécialité, puisqu'elle est décoratrice d'intérieur, donc elle ne fait que des reproductions d'anciens et du trompe-l'œil. Et elle a été l'année dernière nommée meilleur ouvrier de France. Donc voilà. Alors, après les accessoires et les masques, j'ai commencé à sortir de l'atelier de ma mère, à avoir des commandes particulières et à aller travailler dans les grands ateliers de Paris. Donc à l'époque, c'était Manu Décor, c'était les ateliers de la SFP encore, où on fabriquait encore beaucoup de décors. Et là, j'ai commencé à apprendre la peinture décoration. La peinture décoration, c'est tout ce qui est peinture des grandes toiles et des grands fonds pour le théâtre et pour le cinéma. Alors il y a une grande différence entre fabriquer des décors pour le cinéma et fabriquer des décors pour le théâtre. La difficulté dans le théâtre, c'est que le décor doit pouvoir être compris, mais vu de loin. Le premier spectateur, en tout cas dans les grands théâtres nationaux, peut être à peu près une dizaine de mètres du décor. Et le dernier, il est en fond de salle, donc il doit aussi pouvoir comprendre le décor, mais de loin. C'est-à-dire que quand on peint un faux marbre, par exemple, pour le théâtre, on va le peindre, ça va être complètement affreux vu de près, parce que ça va être complètement incompréhensible, mais le but est que ça se voit de loin. Au cinéma, c'est l'inverse. Il faut qu'il soit vu de près, donc assez précis, mais les scènes durent entre 2 secondes et 15 secondes. Une scène longue, c'est 1 minute. Donc il doit être vu de près, mais très brut, très contrasté, de manière à être capté en un très court instant. Alors qu'au théâtre, il peut être vu pendant 1h30 de scène. Au cinéma, ça va être très court. Donc ça va être encore une toute autre méthode. Ça veut dire que le même faux marbre, je vais prendre toujours mon exemple de faux marbre, qui est peint pour le cinéma, si un décorateur d'intérieur voit un décor de cinéma, il va dire c'est complètement affreux. Mais parce que c'est une technique qui est vraiment très différente, qui est très contrastée, c'est le contraste qui compte, et puis qui est outré. Voilà. En décor d'intérieur, j'ai fait aussi pas mal de décors d'intérieur. J'ai travaillé notamment dans des châteaux ou chez des particuliers. Là, on est dans l'imitation la plus proche possible, dans l'excellence de l'imitation de la réalité. Donc on est plein dans le naturalisme que je mentionnais tout à l'heure. Donc c'est 3 types de décors différents.
Et moi, j'ai eu la chance de pouvoir travailler dans les 3 domaines et donc de pouvoir apprendre toutes ces techniques. Les techniques de décoration d'intérieur sont, par exemple, celle que fait ma sœur. Ça va être des faux bois, des reproductions d'ornementation Louis XV, Louis XVI et de toutes les époques d'historique. En fait, c'est que des représentations et des trompe-l'œil historiques. Donc, avec des grandes recherches qui travaillent sur le patrimoine, quoi. Voilà. Là, ce que vous voyez défiler, ce sont tous des costumes et des accessoires qui emploient des matériaux complètement différents. Parce que selon le jeu de scène, et c'est pour ça qu'on doit travailler avec le metteur en scène aussi, les matériaux vont être adaptés. Si on est avec des danseurs, on va travailler sur la souplesse et la solidité. Si on est en décoration, en théâtre de rue, par exemple, on va travailler sur la solidité et l'étanchéité. Et la possibilité de rendre les costumes et les décors transportables, démontables, qui doivent pouvoir entrer dans qui doivent pouvoir être démontables. Donc un décor de 6 mètres sur 10, ça doit pouvoir entrer dans un camion, et ça c'est une vraie gageure. Et alors que quand on est en décoration de musée, c'est complètement différent, quoi. C'est du fixe. Donc c'est encore des méthodes de fabrication complètement différentes. Là, on est sur du bijou, donc on est sur de la reproduction d'anciens. Donc c'est de la documentation avec des reproductions très précises. Les exemples que vous avez sur les yeux sont des bijoux et des choses qui ont été faites pour le musée Grévin. J'ai énormément travaillé pour le musée Grévin. Donc le musée Grévin, ça a la particularité d'avoir des choses qui sont des reproductions d'anciennes, donc très précises, des choses qui vont être vues de près, donc qui diffèrent complètement de ce qu'on va trouver dans le théâtre, et des choses qu'on peut regarder pendant longtemps, donc qui doivent être vraiment précises. Voilà. Tout ce qui est bijoux, c'est du travail de métal ou de résine ou de cuir ou de pierre, qui est complètement différent, par exemple, de tous les costumes, les armures que vous avez vues précédemment, qui sont des travaux qui sont faits généralement en carton moulé et qui sont sculptés. C'est des cartons spéciaux, hein, qui sont sculptés et qui sont adaptés et faits sur mesure, donc qui ne peuvent être portés en général que par une personne. Il faut se dire que dans les années 80, on était dans les années où la culture disposait de bons budgets, et donc on pouvait très bien passer une petite équipe, on pouvait très bien passer 3 mois à fabriquer uniquement les accessoires. Dans des équipes de 4-5 personnes qui travaillaient uniquement sur les accessoires, en collaboration avec des costumiers, en collaboration avec des peintres décorateurs, et c'était une vraie gabegie de décors, etc. On avait des vrais budgets. À l'époque, c'était Mitterrand et Jacques Lang, et donc il y avait un gros paquet qui était mis sur la culture, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on travaille avec des budgets beaucoup plus serrés et des matériaux où on fait attention au développement durable. Donc on n'utilise plus des résines, on n'utilise plus, si on en utilise, mais on en utilise moins, ou on essaye d'en utiliser moins, des élastomères, etc. Et on essaye de travailler avec des matériaux naturels, donc cuir, carton, etc., peinture à l'eau, tout ça. Ce que vous avez sur les yeux, ce sont des exemples de travaux que j'ai effectués dans un château Renaissance. Donc on voit que le travail est beaucoup plus précis. Et ça, ce sont des chantiers qui peuvent durer 6 mois, 1 an, selon l'ampleur du décor intérieur. Alors j'ai fait des décors beaucoup plus modestes. Par exemple, là, on voit une fresque chez un particulier. C'est du trompe-l'œil, hein, c'est de la peinture décoration. Donc c'est ce genre de choses que fait Marlène aussi. Et il y a aussi la restauration de patrimoine, la restauration de décors anciens.
Voilà, donc ça c'est aussi particulier parce que ça emploie des matériaux qui doivent respecter les matériaux qui ont été utilisés à l'époque. Voilà. Donc la peinture décoration, c'est de la patine, c'est du trompe-l'œil, c'est de la perspective, c'est de la fresque, donc, et puis de la peinture sur commande. Donc il y a des choses qui sont très disparates. Voilà, il y a des choses qui sont très mignonnes, mais on travaille sur commande. Donc on fait ce que le client nous demande. Donc ça c'est un tout petit peu différent du château que vous avez vu avant. Voilà. Voilà, donc par exemple là, cette porte, c'est une porte qu'on m'a demandé, c'était une porte de salle de bain. Mais j'avais fait toutes les portes de la maison. C'était une maison qui était décorée avec des tissus sur les murs et toutes les portes étaient peintes. Vous reconnaîtrez la magnifique maison de Marie-Agnès où j'ai effectué des patines assez simples finalement. Voilà. Très efficace. Très efficace. Merci Marie. Oui. Oui, c'est ça. C'est ça. Elle a fait peintre en bâtiment elle aussi. Elle a fait peintre en bâtiment, oui. Mais en fait, c'est tout à fait incontournable, moi je pense, de commencer par la base, parce que quand on est peintre en décor et qu'on n'a pas fait des études de peintre en bâtiment, on ne sait pas préparer les fonds. Et quand on peint et qu'on ne sait pas préparer les fonds, c'est pas pérenne. Voilà. Donc ça c'est un décor de cinéma, donc comme je vous l'avais dit, très outré, très contrasté. C'est un film de Jacques Rivette qui s'appelait L'amour par terre, avec Géraldine Chaplin, il me semble me souvenir. Et c'est une scène qui va être d'1 minute, donc là on est en situation. Et ça donne pas du tout la même chose quand on le voit au cinéma que quand on le voit directement sous les yeux. En fait, quand on voit un décor de cinéma, en dehors du film lui-même, ça n'a quasiment pas de sens. Voilà. Ça, ce sont des reproductions de masques aztèques que j'ai fait pour un film d'Alain Delon qui s'appelle Le Passage, où j'avais en charge de faire, comment on appelle ça, dans les foires, un train fantôme. Voilà. Donc j'ai travaillé pour faire une scène qui durait peut-être 1 minute et demie. J'ai dû travailler peut-être 1 mois et demi. C'est complètement délirant. Hein. C'est la partie décoration d'un spectacle ou d'un film, ça peut être un budget absolument énorme pour des choses qui se voient quasiment pas. Je me souviens, par exemple, j'ai travaillé sur le film Rodin. J'ai travaillé 1 mois et demi à reproduire des colonnes doriques. Je ne sais même pas si on les voyait dans le film. Voilà. Et c'est des budgets énormes parce qu'il y a beaucoup de matériel. Et puis les décorateurs, moi je faisais les colonnes doriques, mais on en a reproduit toute la... vous connaissez peut-être le musée Rodin. Donc toute la grande salle du musée Rodin a été reproduite en entier à l'exactitude pour ce film. Et en fait, c'est quelques 3-4 scènes dans le film. Donc sur un film d'1 heure et demie, vous imaginez le budget décor. Là, c'est marrant. C'est un film que j'ai fait où j'ai reproduit des quartiers de cochons. C'est faux ça ou c'est vrai? Ce sont des faux. Et pour l'anecdote, j'avais un atelier à Paris, dans le 20e arrondissement, qui était situé dans un quartier où il y avait beaucoup de Nord-Africains. Et j'ai fait ça pendant la fête de l'Aïr. Voilà, c'est ça. Et donc, à l'époque, c'était encore autorisé. Ils tuaient le mouton dans la cour. Et donc, dans la cour, il y avait les pots qui pendaient avec le mouton, les mouches et tout. Et nous, dans l'atelier, on avait les cochons. Donc, on avait les mouches aussi, même si ça... Et donc, avec mes quartiers de cochons, moi, dans mon atelier, c'est pas super compatible avec le mouton qui était dehors. Mais c'était vraiment très drôle parce que voilà, il y avait les seaux d'eau, les seaux de sang, et puis les mouches dans la cour et tout le monde qui faisait la fête, le méchouille et tout. Et puis là, moi, j'étais avec mes moutons, mes cochons, voilà, qui étaient en élastomère. Voilà. Donc là, ce que vous voyez, ce sont des pièces de reproduction d'anciens, des objets historiques. C'est du travail à la commande. Donc des fois, on fait des choses qui sont plus ou moins
Ça nous plaît ou ça nous plaît pas, mais on reproduit ce qu'on nous demande, on travaille à la commande. Donc ces pièces-là, elles ont la particularité, comme elles doivent être pérennes, d'être dorées à la feuille d'or. Donc c'est de l'or 18 carats, ça coûte excessivement cher et on fait des quantités industrielles de pièces pour le musée Grévin qui ont été dorées à la feuille. Et c'est un travail très 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 spécialisé, qui est très méticuleux. Et une feuille d'or pour recouvrir un dôme de toit ou une pièce comme ça, c'est la feuille qui fait 1 micron d'épaisseur. Donc c'est très 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 délicat et faut pas se tromper, hein, parce que ça impacte directement sur le budget. Voilà, au fur et à mesure j'ai eu mes clients particuliers, je suis sortie de l'atelier de ma mère, j'ai eu mes commandes particulières et puis j'ai déménagé de Paris et je me suis orientée assez rapidement sur la muséographie. Donc ici vous avez la maquette du musée de la Grande Guerre que j'ai effectuée à Amiens et c'est une maquette qui fait 600 mètres carrés. Voilà. Donc, avant de monter un projet muséographique de l'ampleur du musée de la Grande Guerre, il fallait produire une maquette pour obtenir des fonds un peu plus importants pour pouvoir fabriquer ce musée. Donc, une maquette de 600 mètres carrés, on travaille, pareil, 3-4 mois dessus, pour la mettre en œuvre, pour pouvoir la présenter aux élus, pour pouvoir obtenir des fonds. Vous voyez? Donc, Excusez-moi, je ne comprends pas, c'est-à-dire qu'on évolue dedans. alors c'est une maquette qui a, il y avait 5-6 pièces, je crois, je ne me souviens plus. Et donc c'est une réduction de ce que serait le musée par la suite, avec des salles. Dans un bâtiment, donc. C'est dans un hangar, un immense hangar. Donc on fait fabriquer des faux murs, comme au théâtre, voilà. Et on met à l'intérieur, en scène, ces faux murs. Mais dès qu'on ouvre une porte, on tombe sur le béton du hangar. Voilà. Voilà, donc c'est un travail d'appel de fonds qui, à mon avis, a dû demander des appels de fonds en amont aussi, quoi. Ça existe encore, ça, même avec Alors, le musée de la Grande Guerre existe encore, mais la maquette a dû être détruite depuis le temps, parce que mais c'est... la maquette, je veux dire, Comment ? le côté Quel est maquette, l'intérêt ? le côté maquette maintenant avec Internet, avec tout ce qui se passe par Internet, mais avec ce qui existe Pour se projeter. pour se projeter, tout ça, on n'a plus besoin de faire fabriquer C'est ça, maintenant. quel est l'intérêt Et de ça- faire une maquette? En fait, ça existe encore. On fait encore des maquettes, on fait encore des choses. Tu vois ce que je veux dire, non? Je sais pas si ça se fait encore, en fait. Ouais. Probablement, en tout cas, dans l'architecture, ça se fait encore beaucoup. Oui, dans De faire des réductions de parties de bâtiments pour pouvoir présenter au public ou faire répondre à des appels d'offres, etc. Donc, ils font évidemment des maquettes du bâtiment de ce qu'il sera, mais on fait des pré-maquettes de l'intérieur du bâtiment pour créer des ambiances et pour, je suppose, faire des appels de fonds, des présentations publiques, voilà, pour réunir des équipes, pour faire avancer des projets, pour faire comprendre au public ce vers quoi on va aller et ce à quoi on utilise l'argent public, par exemple. C'est de la communication, hein, ni plus ni moins. Ce que vous avez sur les yeux, c'est tout des sortes de muséographies qui défilent, qui sont des expositions éphémères ou pas, qui sont des mises en espace ou des adjonctions d'accessoires pour des inaugurations de musées. Ça, ce sont des accessoires pour une inauguration du musée. C'est toi. Ah, c'est pas toi? Non, c'est pas à Toire, c'est dans le 49. C'était où? T'as pas travaillé avec moi dessus? Ça, si, C'était à Angers. Alors ça, c'est la Gaubretière, c'est en Vendée. Et celui qui était avant, c'était dans le 49, c'était près d'Angers, c'était le musée de la préhistoire, des silex et de la préhistoire. Ici, vous avez donc le musée de la Gaubretière, mais on a fait également ensemble un musée à Montaigu, qui est aussi en Vendée, donc pour des expositions éphémères, non permanentes, des expositions à thème comme il en tourne dans tous les musées. Pour des enfants, là c'était. Mais donc là, on travaille avec des graphistes, avec des peintres, avec des constructeurs,
avec des informaticiens pour faire de l'interaction, parce qu'entre maintenant dans la muséographie toutes les technologies, les nouvelles technologies de l'information. Donc on a généralement on a des écrans tactiles sur lesquels les gens peuvent jouer. On a du mobilier spécial qui est fabriqué pour que on puisse interagir. Donc c'est du matériel ludopédagogique, ce qu'on appelle du matériel ludopédagogique, c'est-à-dire faire comprendre un message, faire passer un message à travers le jeu, et que ça puisse être accessible à tous les genres de publics, avec plusieurs niveaux de compréhension, donc simple, et puis grand public et spécialiste. Donc ça sous-entend d'avoir des différentes interfaces accessibles et différents niveaux de messages. Donc là, on fait entrer toutes les techniques et on fait travailler. Moi, je fais travailler des informaticiens. Je fais des scénarios de jeux ou de maquettes, et puis on fait travailler des infographistes, des illustrateurs, des graphistes, des intégrateurs, et puis des mises en réseau. Hein ? Ça disparaît. Quoi ? Des intégrateurs. Non, plus loin, intégrateur, qui intègre les interfaces. L'intégrateur est celui qui va intégrer les différentes interfaces qui sont dans différents formats informatiques, dans du hard, quoi, sur les bornes informatiques en général. Donc elles peuvent être de différentes tailles, soit avec clavier, soit tactile, etc. De façon à ce que ce soit accessible à tous les publics. Et puis maintenant, quand on travaille dans les musées, en plus, il y a toute une série de labels et de cahiers des charges, genre écolabel, construction écologique, label tourisme et handicap, etc., qui fait que ça devient de plus en plus compliqué et de plus en plus pointu, parce qu'il y a des lois qui s'empilent, auxquelles il faut répondre, donc des cahiers des charges de 200 pages qu'il faut s'envoyer pour pouvoir fabriquer parfois un espace de 150 mètres carrés muséographique, quoi. Ça, c'est en polystyrène. C'est Mimi. Ça, j'ai fait ça pour une fête HEC. Alors, vous imaginez la fête de fin d'année au PLM Saint-Jacques à Paris pour HEC, qui commande un décor qu'on met 1 mois et demi à fabriquer et qui va servir une fois. Voilà, avec de la fumée, de la lumière, des danseuses, etc. Donc, juste pour une fête, voilà. Et après, Après, non, moi je les vends, mes trucs, donc je sais pas ce qu'ils deviennent. Ils sont stockés dans des endroits où ils sont vendus, ou j'en sais rien. Je sais pas. Parfois, quand sur mon site on voit des images, on me dit oh, j'aimerais bien vous louer ce costume, ou j'aimerais bien vous acheter ce truc, mais je fais que du surcommande, donc tu refaire, quoi. tout ce que j'ai rien en stock, rien du tout. Tout ce que je fais, c'est vendu. Là, c'est l'inauguration du CNAR à Niort, par exemple. Donc, quand on a inauguré le CNAR, on a eu 600 mètres carrés à décorer. Et on a fait ça avec Marlène, d'ailleurs. Donc, pareil, des peintres, des éclairagistes, des restaurateurs, des gens qui font du mobilier, des gens qui font de la toile, des gens qui font du tissu, etc. Pour une soirée de un jour, quoi. Donc, voilà, du budget. Là, c'est un genre de mobilier interactif dont je vous parlais, parce que la scénographie, la muséographie, on dévie vite sur la com. Donc, on fait des muséographies ambulantes, puis ensuite on fait du stand ambulant. Donc, le stand pour les foires expo, pour les choses comme ça, mais avec une spécificité, en tout cas, en ce qui concerne Art Super Spé, c'est que maintenant, je ne fais plus que du stand écologique. Donc, avec des impressions à l'eau, des bois issus de forêts éco-gérées, et que du matériel et de l'éco-construction. Voilà. Donc, c'est ma spécificité en com. Est-ce qu'il y a une différence de coût entre les matériaux plus chers maintenant, il y a 10 ans, 20 ans, peut-être une grande différence? C'est comme la baguette de pain, hein, j'aimerais dire. Tout a augmenté, donc... de toute façon, les matériaux que j'utilisais avant n'existent. Une grande partie n'existe plus. Et aujourd'hui, on revient à ce qui étaient les techniques à l'ancienne.
Donc la peinture à la colle de peau, la peinture à la bière, la peinture à l'œuf et à la caséine, etc. Et comme j'ai eu la chance d'avoir travaillé dans un atelier qui travaillait à l'ancienne, avant de découvrir toutes les techniques, élastomère et à base de triclo, de résine, polyuréthane, etc., j'ai travaillé avec tous les matériaux à l'ancienne. Ce qui me permet aujourd'hui de pouvoir retourner sur ces matériaux et pouvoir vendre des choses qui sont labellisées développement durable écolo, voilà, vert. Voilà. Donc, du stand à la com, comme moi j'ai fait des études de com, j'ai un master de com, etc. Donc on va vite dévier donc, dans ce qui est production de logos, ce qui est production de print, ce qui est, voilà, et tout ce qui est communication d'entreprise. Donc c'est aussi une partie de ce que produit l'atelier Art Super Spé, c'est de la communication intra et inter-entreprise. Évidemment, pour me faire plaisir quand je bosse pas, j'ai une production artistique, donc je suis sculpteur. Donc j'ai travaillé, j'ai eu la chance d'être l'élève de Laurent Page, qui est aujourd'hui décédé, mais qui était un sculpteur sur bois et qui m'a appris toutes les techniques à l'ancienne de la sculpture sur bois académique, qui est de la sculpture académique. Ça vient en opposition avec la sculpture en taille directe. Ce qu'on appelle la sculpture en taille directe, c'est on prend un morceau de bois, on se laisse inspirer par sa forme d'origine et on taille de manière instinctive, on laisse venir la sculpture à soi. C'est c'est souvent, on va dire, de l'art abstrait. La sculpture académique, c'est le boulot qui va être issu de tout le travail qu'on a fait en art appliqué. Donc, dessiner des nus pendant des heures, dessiner des plâtres et reproduire de l'anatomique. Donc, c'est la base de l'académie, c'est ça en fait. C'est de l'anatomique pendant des kilomètres, des heures. Ce qui fait que on ne fait pas de taille directe, hein. On fait une pré-maquette, généralement en terre. Et puis ensuite, on copie la pré-maquette en plus grand, dans du bois. Parce que la différence avec la sculpture sur pierre ou bois et la sculpture et le modelage, c'est que le modelage, on peut toujours revenir sur son travail si on se trompe. Le bois, quand on s'est trompé, c'est mort. Si le bras est trop court, le bras il est trop court, tant pis, on le coupe, on fait un buste. Voilà. Donc ça, c'est toute la production, c'est toutes les expositions, certaines expositions que j'ai pu faire ici dans la région ou ailleurs, qui sont le travail que je ne fais pas sur commande. Voilà, c'est le travail que je fais pour me faire plaisir, moi. Voilà. Là, avec mon amie Delphine, parce qu'on a exposé ensemble, je ne sais plus où c'était, à Danvix, je crois. Et puis toutes les expositions. C'était à Danvix. Non, oui, c'était à Danvix, ouais. Au Mazo et à Danvix, voilà. Voilà, et puis des expositions locales, des ouvertures d'ateliers d'artistes, etc. C'est pas une grande part du chiffre d'affaires de la société Art Super Spé. Par contre, c'est une image de marque. Et puis, ce sont des objets de communication. En étant sculpteur et en avançant dans le métier, eh bien, je suis venue petit à petit à faire de la formation et de l'animation. Donc, vers un large public, les enfants, à travers les ateliers d'animation, les adultes, à travers les cours réguliers généralement, mais aussi les formations qualifiantes, donc ce qu'on faisait au Greta, mais vers des collaborateurs d'architectes, vers tout ce qui est bac pro, brevet pro, et en université pour ou en lycée pour les options art plastique et art appliqué. Art appliqué et art plastique, la différence c'est plus, art plastique c'est plus l'expression instinctive, et l'art appliqué c'est plus l'expression académique, qui passe justement à travers toutes les techniques de la perspective, de la descriptive, et puis de l'anatomie, que moi j'ai appris aux arts appliqués. Voilà.
petit clin d'œil à la ville de Niort. On m'a demandé de faire ça pour un événement quelconque, je me souviens plus ce que c'était. Mais j'ai fait ça avec des enfants, donc au CNAR, justement. Et je sais pas, ils doivent traîner dans les locaux de la ville quelque part. Donc c'est des dragons en polystyrène. Je pense que oui. Je pense que oui. Voilà, et moi j'aime beaucoup la formation, notamment donc, les stages de modelage anatomique. Et pour moi, c'est quelque chose d'essentiel. C'est une des parties où j'ai vraiment du plaisir dans mon métier, c'est de pouvoir transmettre. Parce que c'est l'art, plus c'est facile, plus c'est accessible, plus c'est joli et compréhensible, plus ça a l'air simple, plus c'est accessible et compréhensible. Mais le fait que ça soit simple, on a l'impression que c'est simple à faire, mais en fait c'est vraiment une énorme série d'accumulations de techniques, et ces techniques, elles sont transmissibles. Quand j'étais jeune, moi, il n'y avait pas de métier vraiment de scénographe, et il n'y avait pas d'école de scénographie. Il y avait des écoles de décoration, c'était essentiellement les peintres en lettres et les peintres décorateurs. Après, il y avait les beaux-arts et les arts appliqués. Mais avec tout ça, on n'était pas décorateurs. On était spécialisés, peintres en lettres, peintres décors, etc. Aujourd'hui, il existe des écoles de scénographie où on tâche de recouvrer toutes ces techniques, mais ça reste quand même assez théorique. Je pense que vraiment, il n'y a rien de mieux que la pratique pour apprendre. Et c'est pourquoi moi, je donne beaucoup de cours et je prends beaucoup de stagiaires pour qu'ils viennent se former avec moi de manière pratique sur des chantiers. Voilà. Et c'est pour moi, en fait, c'est vraiment la partie où j'ai le plus de plaisir. Parce que c'est la transmission, parce que c'est un métier absolument passionnant et vraiment très riche. Et que, voilà, c'est mon plaisir à moi. Donc scénographe, c'est toute cette partie fabrication dont je vous ai parlé, mais il y a aussi toute la partie de mise en maquette. Donc là, je vous montre, pour le plaisir, je vous montre des maquettes, les premières maquettes que j'ai fait en sortant de l'école, que j'ai conservées, parce que c'est mignon, ça me fait plaisir, et puis parce que c'est un petit peu gauche, mais c'est quand même des costumes et des décors qui ont été réalisés. Le décorateur, il n'est pas forcément dessinateur. C'est plutôt pas mal d'être dessinateur quand on est décorateur, mais j'ai connu beaucoup de décorateurs qui ne l'étaient pas. Le décorateur, c'est aussi un métier de communication, de milieu, de copains-copines. Dans le cinéma, on s'appelle tous ma chérie et mon chéri. Et donc, il faut faire des maquettes pour pouvoir se vendre, il faut faire des propositions. Et là, ce que vous voyez défiler sous les yeux, par exemple, c'est un décor tout simple qui n'était pas cher, pour lequel je m'étais engagée. Et j'ai dû faire peut-être une série de 18 maquettes avant que ça plaise au metteur en scène. Donc c'est pas toujours gagné, quoi. Même pour une petite toile de 4x6, on peut galérer vraiment beaucoup. Voilà. Alors que par exemple pour le musée dont je vous ai parlé tout à l'heure, j'ai été prise uniquement sur devis. J'ai pas eu besoin de faire de maquettes. Les maquettes, je les ai produites après. Donc c'est pas... voilà, c'est une grande partie de mon métier, c'est aussi de la communication. C'est aussi du contact, du feeling. Je vais parler avec un metteur en scène, il va me raconter sa pièce. On va parler d'ambiance, on va parler de nous, on va utiliser des mots et je vais être à l'écoute de la personne, noter tous les mots qu'elle emploie, son vocabulaire, son imaginaire, son inconscient, et je vais devoir rentrer à l'intérieur de ça et rentrer presque dans son intimité pour pouvoir savoir ce que lui il a envie de dire dans sa pièce en dehors du texte. Parce que le texte c'est une chose, mais quand on a vu par exemple un texte mis en scène par 3 metteurs en scène avec 3 décorateurs différents, ça peut être le jour et la nuit, on a l'impression que c'est pas la même pièce. Voilà. Donc là, ce qui défile sous vos yeux, c'est des séries de maquettes dont j'ai gardé les photos, donc que je vous montre. Maquette, mais ensuite fabrication de maquettes, mais ensuite
faire des plans. Et les plans, donc, c'est la grande partie technique. Donc on a toujours une partie feeling, une partie technique. Et faire des plans aux cotes, dessiner des meubles, dessiner des espaces constructibles pour les menuisiers ou les ferronniers, etc., qui vont ensuite fabriquer, eh ben, c'est encore une partie du métier qui est complètement différente des autres et qui est aussi assez pointue, aussi assez technique, qui demande d'avoir fait un apprentissage. Pour dessiner un meuble, là, tel que vous le voyez, qui est un comptoir de boutique, par exemple, eh ben, il faut que le plan soit lisible, les différentes étapes du plan soient lisibles et par le client pour que ça lui plaise, mais aussi par le menuisier pour qu'ensuite il fasse ses achats, ses débits. Et puis je vous montre ma dernière, quelque chose que j'ai énormément... que j'ai adoré faire d'ailleurs, que tu as fait avec moi, je pense, voilà. Qui est ma maquette préférée parce que c'était la plus rigolote. Donc c'était pour un spectacle et c'était une énorme mandarine en polystyrène. Et cette mandarine tombait en morceaux et chaque morceau était une île thématique. Et c'était vraiment un boulot où on a... De la ville de Rochefort. Voilà, c'était pour le musée d'Èvre de Saint-Clément. Pour l'inauguration du musée d'Èvre de Saint-Clément de Rochefort. Et on s'était tellement marré à le faire que voilà, que je vous l'ai mis. Il y avait 3 troupes de théâtre. Il y avait 3 troupes de théâtre qui déambulaient. Avec un spectacle de rue avec des effets sonores, des artificiers. Donc c'était vraiment génial. Et puis une troupe d'éclairagistes qui nous faisait un spectacle d'éclairage aussi sur la façade du musée pendant qu'il y avait un feu d'artifice, il me semble. Ouais, c'est ça. Donc voilà, c'est très 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 large le métier de scénographie en fait. Mais c'est pas parce que c'est large qu'il n'y a pas de base technique solide.